Bonjour à tous, j'ai à peu près une demi-heure pour vous parler de géopolitique et d'engagement des jeunes. Alors, pourquoi s'intéresser à la géopolitique? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être uniquement une préoccupation pour des étudiants qui se prédisposent à exercer un métier relié à la géopolitique ou est-ce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde? Je dirais que l'intérêt pour la géopolitique n'est pas tout à fait le même aujourd'hui que lorsque personnellement j'ai commencé à travailler sur ces sujets. Et je vois une évolution d'ailleurs sur le fait que ce qui était autrefois effectivement peut-être un domaine spécialisé, un petit peu abscon, voire secret, parfois d'ailleurs avec une réputation sulfureuse, est aujourd'hui devenu un élément courant dans les conversations et on l'évoque, la géopolitique, pour à peu près tous les domaines de la vie courante. Il y a des géopolitiques d'à peu près chaque chose. Alors, il y a peut-être un peu d'excès dans l'autre sens. Pendant très longtemps, on avait un peu banni la géopolitique parce que c'était lié à l'utilisation des théories des géopoliticiens allemands par Hitler. Et donc, il y avait une sorte de répulsion par rapport à la domaine. Mais c'est très injuste parce que Hitler s'est aussi servi de la médecine. Il n'y a pas eu de la méfiance par rapport à la médecine. Une science est une science. Qu'elle puisse être instrumentalisée par des êtres malfaisants, criminels, d'une chose. La science, c'est Hitler a inventé les autoroutes, on les prend quand même. Donc pourquoi la géopolitique devrait être bannie de cela? C'est vrai que par la suite, c'était des généraux en Amérique latine qui l'avaient remis aussi un peu au goût du jour, ce qui fait que c'était connoté. Et puis ensuite, on a vu que non, on a vu effectivement, Yves Lacoste a eu un rôle important pour dédiaboliser la géopolitique, mais ça restait quand même un petit peu vraiment très spécialiste. Et puis, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? C'est que l'an dernier, on a introduit la géopolitique en classe de première. C'est une option d'ailleurs qui marche bien, puisque un tiers des lycéens prennent cette option alors qu'elle est censée être moins rémunératrice que les maths ou la physique, si on veut passer les écoles d'ingénieurs ou médecine ou les domaines où les étudiants les plus dynamiques se lancent volontiers. Et puis, elle a été introduite en classe de terminale l'an dernier, et là aussi, un succès qui ne s'est pas démenti. Moi, je vois que nous sommes sollicités à l'IRIS et ailleurs de plus en plus pour des conférences grand public. Barthélemy Comon connaît très bien les géopolitiques de Nantes, où il y a 5 ou 6 000 personnes du public qui viennent pour des séances le vendredi après-midi et le samedi matin. Et donc, un peu partout, il y a dans les villes, en dehors de Paris. D'ailleurs, en fait, il y a souvent plus de monde en dehors de Paris qu'à Paris. Parce que c'est toujours le phénomène. À Paris, les gens sont un peu snobs, estiment qu'ils sont très bien servis, qu'ils ne se déplacent pas, alors que dès qu'on sort de Paris, on est généralement mieux accueillis, on est affaire à des gens plus aimables et des discussions qui durent un peu plus longtemps. Ça, c'est un autre phénomène. Et je vois, par exemple, moi, je suis invité pour mon plus grand plaisir régulièrement à C'est dans l'air, donc ce qui est le prototype même d'une émission grand public sur tous les sujets, puisqu'ils vont parler un jour du Covid-19, l'autre des primaires et des Républicains, et ensuite des tensions à la frontière de la Biélorussie. Les gens de C'est dans l'air me disaient, avant, on faisait des émissions de géopolitique parce que nous sommes le service public. Et donc, il est normal de parler de choses importantes. Ils me disent, aujourd'hui, non, on parle de géopolitique parce que c'est ça qui fait les meilleures audiences, parce que c'est ça qui attire le monde. Et donc, je crois que c'est vraiment très significatif de voir que la géopolitique, c'est pas seulement un effet de mode. C'est que si des lycéens éprouvent le besoin de prendre cela comme option, alors que d'autres options sont sur la table, et que c'est quand même quelque chose, si des citoyens un peu partout en France éprouvent le besoin ou ont le plaisir de sortir pour aller à une conférence ou de brancher une émission qui parle de cela et non pas de zapper. Avant, on disait, dès qu'on parle de l'international, le journal de France 2, les gens zappent. Aujourd'hui, ils vont plutôt zapper si on n'en parle pas. Ils vont plutôt se brancher sur la géopolitique. Et pourquoi? Je vais tenter une comparaison. Quand j'étais au lycée, non seulement au siècle dernier, mais même pas du tout seulement à la fin du siècle dernier, je le confesse, de toute façon, il est difficile de cacher certaines vérités élémentaires. Il y avait des matières qui nous intéressaient beaucoup, c'était l'histoire géo, etc. Puis il y avait l'anglais. L'anglais, ça nous emmerdait un peu réellement parce qu'on ne savait pas trop à quoi ça servait. On n'allait pas en Angleterre, encore moins aux États-Unis, on ne voyait pas d'anglais, on ne voyait pas d'américain. Donc on faisait de l'anglais pour avoir la moyenne. Moi, personnellement, je faisais 10,5 quoi, bon, j'ai regretté après, mais bon. Et donc, en fait, on faisait de l'anglais uniquement si ceux qui s'intéressaient à l'anglais, qui bossaient réellement, étaient soit parce qu'il y avait un intérêt particulier, leur père bossait à l'étranger,
où ils avaient de la famille, ils voulaient aller en Angleterre, où ils voulaient devenir prof d'anglais. Aujourd'hui, on sait très bien, moi j'ai dû me rattraper par la suite, que l'anglais, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si vous voulez être mobile, vous faites de l'anglais. Et que c'est comme savoir compter, lire et écrire, il faut connaître, si ce n'est l'anglais, du moins le globish, quoi. La géopolitique, c'est pareil. La géopolitique est ce qu'était l'anglais auparavant. Si vous voulez être mobile dans la société, vous devez avoir les rudiments de la géopolitique. Vous devez avoir un vernis, et quand je dis vernis, ce n'est pas péjoratif, mais une connaissance initiale de la géopolitique, comme vous avez une connaissance initiale des mathématiques, de la littérature, etc. C'est que ce n'est pas un choix, c'est indispensable. Parce que, en fait, je ne dirais pas que les frontières ont disparu, elles existent toujours. Elles sont plus difficiles à franchir parfois dans un sens que dans un autre, mais les frontières existent toujours. Et par rapport d'ailleurs à certains collègues qui disaient déjà qu'il y a 30 ans, il n'y a plus de frontières, le Covid-19 est venu nous rappeler que les frontières pouvaient encore exister. Mais de même que ceux qui nous disent aujourd'hui les frontières redeviennent hermétiques et on ne pourra plus circuler, non, il faut toujours faire attention, petite transgression par rapport aux propos, de ne pas juger, et c'est quand même le but de nous, qui est notre but enseignant, que ce soit à la Catho de Lille ou à l'IRIS, c'est que ce que nous devons vous apprendre, c'est de distinguer ce qui est conjoncturel de ce qui est structurel, de ce qui est l'événement, de ce qui va vraiment marquer les relations internationales. Bien sûr, le monde change chaque jour. Le monde, il est comme cette femme Aimée de Verlaine, ni tout à fait le même, ni tout à fait une autre. Mais les changements structurels dans le monde n'existent pas tous les 6 mois, tous les ans, ni même tous les 10 ans. Et des fois, on confond l'écume et la structure. Donc là, le monde est en train de changer parce que nous avons affaire à la mise en place d'un duel Chine-États-Unis, mais ce n'est pas arrivé un jour. La présentation de l'histoire, le 9 novembre 89, le monde change. Non, si le mur de Berlin tombe, c'est que l'ordre bipolaire est déjà largement effrité. Sinon, les gens ne seraient pas passés de l'autre côté. Le monde a changé le 11 septembre. Non, rien n'a changé le 11 septembre. L'ordre international, le poids des États-Unis, du Japon, de la Russie, de la Chine et l'existence du terrorisme n'est pas survenu le 11 septembre. Si on devait faire une présentation sérieuse des rapports de force, le 10 ou le 12 septembre, je dirais à peu près la même chose. Donc, on est frappé par l'événement, on est marqué par l'événement, mais il n'a pas impacté. Bien sûr, les États-Unis n'ont pas la même place aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais c'est lié à deux choses qui n'ont rien à voir avec les attentats. C'est les décisions stupides prises par George Bush après les attentats, mais si c'était le vice-président qui avait été élu, eh bien, voilà, il n'y aurait pas eu de guerre. Si le démocrate est élu, il n'y a pas de guerre. Et puis, disons, une évolution naturelle qui n'est pas liée au 11 septembre, un relatif déclin américain par rapport à une non moins relative, même plus que relative, poussée chinoise. Et donc, il faut toujours essayer, quand on parle de géopolitique, de distinguer ce qui est la tendance structurelle longue qui va avoir un impact long sur les choses de quelque chose qui existe. Et il faut toujours, bien sûr, comparer, relativiser, mettre dans un ensemble plus lourd. Là, on me dit, attention, les Russes pressent des troupes à la frontière ukrainienne. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il faut en déduire que la Russie va envahir l'Ukraine? Non, parce qu'elle n'y a pas intérêt, tout simplement. C'est pas parce que Poutine n'y a pas intérêt. Trop souvent, on juge trop rapidement les choses et d'un fait peut-être réel, on va tirer des exploitations parce que l'on ne met pas les choses en perspective. Et nous, notre métier d'enseignant, c'est ça. C'est de mettre les choses en perspective pour qu'un événement ne soit pas pris comme un événement isolé dont la signification se suffit à elle-même, mais comme un événement qui est dans un ensemble historique, un ensemble géographique, et qui donc doit être compris dans cet ensemble-là, et non pas isolé. On doit toujours relier les choses. Et donc, il faut vous intéresser à la géopolitique, tout simplement parce que la géopolitique s'intéresse à vous. L'élection du président américain n'est pas un fait national politique américain, c'est un fait international qui a des impacts partout dans le monde, en France, mais ailleurs, Canada, Mexique, etc. Et donc, il est difficile aujourd'hui de dire qu'un événement est national ou international. Dans les journaux, dans les médias, bien sûr, on distingue toujours national et international parce que c'est une facilité de présentation. Mais en réalité, chaque événement rétroagit entre le national et l'international et n'arrête pas de franchir des barrières qui n'en sont pas. Si Gorbatchev prend le pouvoir en Union soviétique, c'est d'abord, dans un premier temps, un fait politique intérieur soviétique. Mais très rapidement, ça devient un événement stratégique mondial et structurel, puisque sa politique va mettre fin à la guerre froide. Et donc, il va y avoir des répercussions nationales en Allemagne, puisque l'Allemagne va se réunifier. Mais la réunification de l'Allemagne a des répercussions au niveau européen. Et le fait que l'Europe change a des répercussions au niveau mondial. Donc, on voit, et je pourrais multiplier les exemples de ce type,
On voit bien le plénum du Parti communiste chinois qui vient de se produire n'est en rien un événement purement chinois. Les conséquences pour le reste du monde, Barthélemy Comon pourrait mieux l'analyser que moi, sont phénoménales. Et donc, on voit bien qu'on est sans cesse en train de circuler entre le national et l'international parce que, en fait, les frontières existent toujours, mais elles n'ont plus les mêmes significations. Elles n'ont plus les mêmes significations. Et donc, aujourd'hui, un dirigeant politique, un chef d'entreprise, un responsable universitaire qui ne prendrait pas en compte le fait international commettrait une erreur majeure, une faute professionnelle. Et très rapidement, d'ailleurs, il serait dépassé par les événements. Et on voit bien comment nos méthodes d'enseignement ont changé. Il n'est plus question aujourd'hui d'avoir un enseignement purement national. Il n'est plus question de ne pas comparer avec ce qui se passe à l'étranger. Il n'est plus question de ne pas circuler. Vous êtes, vous, là, étudiant à la preuve. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà des expériences nombreuses, variées, de séjours à l'étranger, d'ampleur qui peuvent tout à fait être différentes. Mais en tous les cas, alors que moi, de mon temps, on restait dans la même université pendant toutes ces études, on ne bougeait pas. Ce qui se passe pour les footballeurs, on commence dans un club et on finit à l'étranger, se passe également finalement pour les étudiants. C'est un mouvement global et général qui concerne tous les secteurs d'activité. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la géopolitique, surtout que je pense que nous avons tous ensemble, les enseignants réunis, ce goût, c'est qu'il faut se battre contre le fait, moi ça fait des années que je me bats contre le fait de dire que la géopolitique est réservée au 7e arrondissement de Paris. Ça concerne tout le monde parce qu'on peut en parler en termes qui ne sont pas forcément jargonnants. On peut en parler si on est un vrai enseignant, si on aime vraiment ce métier, si on est vraiment animé par l'envie de transmettre et de faire comprendre. Moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de croiser un étudiant plusieurs années plus tard qui me... Alors, période de trouble, c'est dit, vous me reconnaissez? Non, généralement non. Mais Alzheimer peut-être, sans doute. Mais surtout de dire, eh bien, vous m'avez intéressé, vous m'avez éveillé aux questions internationales et maintenant, j'écoute les informations de façon différente parce que vous m'avez fait douter, vous m'avez alerté un peu sur le fait que les vérités n'étaient pas toujours évidentes, qu'il fallait avoir une seconde pensée, qu'il fallait un petit peu réfléchir et essayer d'avoir gardé un esprit critique. Donc, oui, le monde est compliqué. Le monde est compliqué parce qu'on ne peut pas, de façon binaire, dire les bons et les méchants comme certains le font. C'est très facile de se réfugier derrière la morale et d'avoir une lecture binaire du monde. C'est réconfortant parce que du coup, pourquoi se fatiguer à réfléchir? Pourquoi se fatiguer à lire de nombreux livres, à se tenir informé sans cesse si le monde est divisé en deux, eux et nous, les bons et les méchants? Et il est quand même frappant de voir que 30 ans après la fin de la guerre froide, il y a encore des mentalités de guerre froide dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, et qu'on ressort toujours la guerre froide par fainéantise intellectuelle de comparer les relations qui existaient entre Moscou et Washington, de faire une comparaison avec celle qui existe entre Pékin et Washington. Parce que oui, c'est deux puissances qui sont en rivalité, et alors? Mais la fainéantise intellectuelle de plaquer des réalités du passé parce que c'est commode sur des réalités concrètes contemporaines ne mène pas vraiment très loin. Et le fait aussi de diviser les gens, le monde en deux, les bons et les méchants, eux et nous, comme s'il y avait une nouvelle frontière, l'Empire et les barbares, finalement, puisque ceux qui sont au-delà du Limès seraient des barbares. Je ne dis pas que le monde occidental n'a pas des valeurs. Je dis qu'il ne nous a pas toujours respecté lui-même et que très souvent, c'est ce qu'on lui reproche à l'extérieur du monde occidental. Mais qu'on ne peut pas considérer que nous sommes animés de valeurs qu'il faut à tout prix exporter, y compris à le moyen de bombardier, et que les autres sont des peuples, on ne va pas dire à coloniser, mais à finalement convaincre par la force. Le monde n'aime pas les missionnaires armés, ça n'a pas changé. Et donc, il faut aussi réfléchir aux raisons pourquoi les autres pensent différemment. L'autre, je veux dire, cette phrase terrible, comprendre, c'est légitimer, qui est une insulte à l'intelligence, qui est une insulte à la fonction d'enseignant. Non, comprendre, ce n'est pas légitimer. Qui va dire que comprendre le cancer, c'est légitimer? Qui va dire que comprendre le Covid-19, c'est légitimer? Il faut bien que l'on comprenne les modalités et les voies de ces maladies si on veut les combattre, au contraire. Il en va de même pour le terrorisme. Si on veut combattre le terrorisme, il ne suffit pas d'en lancer des anathèmes moraux pour dire que c'est mal, pour dire qu'on va le vaincre. Il faut, d'ailleurs, est-ce que l'on peut vaincre le terrorisme? Autre question. Est-ce qu'on peut lancer la guerre contre le terrorisme? Autre question. Mais en tous les cas, si on veut lutter contre le terrorisme, qui me paraît être une formule plus conforme aux réalités stratégiques, il est nécessaire d'en comprendre les mécanismes. Il est nécessaire. Et donc, il faut toujours comprendre. Il faut toujours essayer d'analyser. Et il n'y a pas de tabou là-dessus. Les tabous, c'est qu'on dit attention, recherche interdite, attention, là, vous égarez.
Si l'on veut défendre nos intérêts, il faut d'abord comprendre la façon de penser des autres, de nos partenaires, de nos rivaux, de nos adversaires, mais en tous les cas, ce n'est nécessairement pas la même. Et c'est à ça que sert la géopolitique. C'est de comprendre le monde dans lequel nous évoluons, de comprendre un monde dans lequel qui va évoluer vite. Et pour rebondir sur les propos de votre président, ce que nous, notre métier, c'est de vous transmettre des informations, mais surtout de vous faire réfléchir, d'éveiller votre curiosité. Et là, votre formation, elle va dépendre de quoi? Elle va dépendre, bien sûr, je ne veux pas nier le rôle que l'on a, puisque c'est mon métier, c'est ma passion d'enseigner, mais c'est aussi les discussions que vous aurez entre vous. Et heureusement que l'on peut reprendre les cours en présentiel, parce que ça a manqué quand même. C'est aussi, comme vous le faites aujourd'hui, de vous organiser pour monter cette journée Fabrique Défense, parce que vous avez pris des initiatives, vous êtes organisé, vous vous êtes géré et vous avez pris vos responsabilités. Tout ça correspond à la formation. Les associations étudiantes, elles sont vitales pour la formation des étudiants. Parce que sans elles, il n'y a pas tout le sel de la vie étudiante, mais surtout la prise de responsabilité. Et nous, notre métier, c'est de vous amener vers l'autonomie. Et l'autonomie, c'est aussi vous prendre en charge complètement. Vous n'êtes pas passif. Et plus vous serez actif, plus vous serez mobile intellectuellement, plus vous réussirez votre vie personnelle et professionnelle. Encore un dernier mot. Nous, à l'IRIS, on essaie de tenir les deux bouts de la chaîne. On veut, pour reprendre cette image, je ne sais pas si elle existe encore, la veuve de Carpentras, qui était censée, ou la ménagère de plus de 50 ans, qui était censée, ce qui était auparavant le français moyen, eh bien, on veut être aussi compréhensible pour la ménagère de plus de 50 ans que pour l'expert du ministère qui commande une étude, ou le parlementaire qui fait un rapport, ou l'organisation internationale qui a besoin de comprendre telle évolution. Et je pense qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Si on ne parle qu'aux ministres, aux parlementaires, en oubliant qu'il y a 65 millions de Français qui sont des adultes, une partie d'entre eux sont des adultes, qui sont des citoyens et qui ont besoin, nous avons une vocation pédagogique pour le grand public, évidemment. Et si on ne parle pas de géopolitique aux Français, eh bien, ils vont se désintéresser, c'est laisser libre cours au complotisme. Et le complotisme, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas d'information, aussi quand les autorités mentent. Aussi quand les experts ou ceux qui sont censés appartenir aux élites ne respectent pas les règles de l'intégrité intellectuelle. C'est ça qui nourrit le complotisme. Donc, il est nécessaire de parler au grand public pour les informer. Et ça tombe bien, le grand public est avide d'informations. Le grand public veut effectivement comprendre le monde dans lequel il vit, parce que le grand public a compris que s'il y a une guerre civile en Syrie, il y a un impact chez lui. Il a compris que s'il y a des frictions entre la Chine et les États-Unis, la France ne restera pas sans en subir les conséquences. Il a compris que s'il y a un réchauffement climatique et qu'on ne peut pas respirer en Inde, eh ben, s'il n'y a pas que les Indiens qui seront embêtés par ce phénomène, ça va aussi revenir chez nous. Donc le grand public a compris ça, parce que le grand public n'est pas idiot, parce qu'il le voit tous les jours. Donc il faut également parler au grand public, mais en même temps, il faut aussi effectivement faire ce lien permanent entre l'expertise et la pédagogie grand public. Quelques mots, puisque nous sommes Fabrique Défense, sur les métiers de l'armée. Je vais vous faire un aveu. Quand j'étais étudiant, j'étais antimilitariste. Je pense qu'il y a des militaires ce soir dans la salle. J'étais antimilitariste, pourquoi? Parce que l'armée était quand même classée assez à droite, etc., et qu'il y avait le service national. Le service national, je dirais, dans la joie, c'est comme les maths sans peine, ça n'existe pas. C'était quand même lié à une obligation qui venait arrêter nos études, nous couper notre vie, etc. Et puis, bon, après, j'ai participé à des dizaines de commissions sur le service national, comment le rendre attractif, etc. Le service national était devenu un couteau sans lame et sans manche. Parce que le creuset dont il a joué ce rôle pendant très longtemps, des jeunes Français de conditions différentes se réunissaient à la caserne. Et le jeune bourgeois voyait le jeune apprenti. Mais ça fait longtemps que c'est terminé. J'étais au cabinet de la Défense, il y avait un bureau entier. C'était le bureau de ce qu'on appelait décision individuelle d'affectation. C'était le bureau des pistons. C'était le bureau des pistons. Moi, j'étais prof à Villetaneuse. Du coup, j'essaie de compenser. Il n'y a pas raison que ceux du 93 ne soient pas non plus pistonnés. Donc, bref, ce n'était pas l'égalité. Et en plus, on a vu avec la guerre du Golfe qu'on n'envoie pas le contingent, donc militairement, avec des guerres d'intervention et non plus de défense territoriale. Et moi, j'étais favorable depuis longtemps à la suppression du service national. Je me rappelle que beaucoup de mes amis, je me rappelle les débats avec Philippe Seguin, qui était vent debout contre cela, disaient ça va casser le lien armée-nation, ça va, etc.
ça l'a recréé, ça l'a modifié. Parce qu'aujourd'hui, auparavant, l'armée avait une masse de gens qui n'avaient pas le choix que de venir à l'armée. Ils n'avaient pas le choix. Donc, quand vous avez des gens qui n'ont pas le choix, pourquoi vous allez vous fatiguer à les séduire? Aujourd'hui, il faut séduire. Parce qu'il y a l'armée, il y a d'autres. Bon. Et l'armée est ouverte, l'armée joue un rôle d'intégration, l'armée est très en pointe sur l'intégration, sur l'acceptation de la diversité, bien plus en pointe que d'autres secteurs, alors qu'on l'accusait d'être raciste auparavant et que les souvenirs historiques sont complètement dépassés. L'armée est vraiment l'instrument de l'intégration. Et pourquoi des jeunes aujourd'hui pourraient regarder les métiers de la défense? Pour plusieurs raisons. Et je suis pas, voilà, ce que je vous dis, c'est sincère, je ne suis pas là pour faire la promotion, etc. Je veux dire, je pensais en fait faire une conférence géopolitique et je me suis aperçu de faire une conférence sur les métiers de l'armée, c'est pour ça que j'ai un peu échappé au début de ma conférence. Bon. C'est que d'une part, c'est une très grande diversité de métiers. Moi, je veux dire, j'étais antimilitariste jusqu'à ce que j'intègre le cabinet du ministère de la Défense. J'ai connu des militaires, j'ai fait un bouquin 300 000 militaires méconnus, et donc j'ai connu les militaires au quotidien. J'ai rencontré des gens qui étaient non seulement patriotes, ça c'est le b.a.-ba, c'est la moindre chose, mais surtout qui étaient animés, parce que le patriotisme, ça va de soi, enfin, je pense, animés par une volonté de servir. Et surtout qui avaient des valeurs collectives dans un monde, et là je vous parle de la fin des années 80, c'était, pour faire court, les années tapis, où l'individualisme était célébré par l'ensemble de la société. Et l'armée, à cette époque, était en fait une sorte, pas de bastion, mais d'endroit un peu sanctuaire, où les valeurs collectives étaient protégées et mises en valeur par rapport à l'égoïsme, par rapport à la volonté individuelle de réussir. L'armée, c'est collectif. Les gens sont solidaires parce qu'ils savent qu'ils peuvent mourir ensemble, qu'ils ont ce choix-là ou cette responsabilité-là. Et donc, ça, ce qui m'a frappé tout de suite, alors que le service national n'était pas encore supprimé, c'était que je me retrouvais totalement, quel que soit, et je voyais des officiers et des sous-officiers et des soldats du rang de toute origine et de tout choix philosophique, mais cette volonté du collectif, cette volonté d'être au service d'eux, elle transgressait, elle passait un peu partout. Et puis donc, suppression du service national, et maintenant, l'armée, elle doit offrir des postes, etc. Et en fait, il y a une nouvelle évolution qui est faite, et maintenant, ça fait quand même plus d'une trentaine d'années que j'enseigne. Effectivement, dans les années 80, c'est une généralisation. Quel était le but des étudiants? C'était réussir, bien sûr. Tout le monde veut réussir. Mais c'était quoi réussir? Avoir un métier qui rapporte de l'argent. C'était ça, être un winner. On n'arrêtait pas, et notamment, on n'arrêtait pas d'entendre des choses où le monde était divisé entre winner et loser. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je suis frappé et je m'en réjouis. Et je fais beaucoup, comme aujourd'hui, de conférences dans d'autres établissements que l'IRIS, établissements, etc., école de commerce, quel que soit, bref, donc j'ai affaire à des étudiants qui normalement sont censés être l'élite de la nation, et je vois parce qu'après je discute bien sûr un peu avec chacun, etc., et je vois que, oui, réussir les examens, bien sûr, avoir un bon métier, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à réussir sa vie. Il y a, chez la majorité d'entre vous, de façon sans commune mesure, avec ce qui était le cas il y a 20 ou 30 ans, le fait de donner un sens à sa vie. Et donner un sens à sa vie, ce n'est pas gagner de temps par mois. Donner un sens à sa vie, c'est se lever le matin en disant « je vais être utile aujourd'hui ». Et je vais quelque chose qui me plaît. Et faire quelque chose qui plaît, ce n'est pas uniquement se dire eh bien, j'aurai X K euros à la fin de l'année. Ça, c'est une fois qu'on a… Beaucoup d'étudiants, au contraire, abandonnent des métiers, enfin beaucoup d'étudiants rentrés dans la vie active, abandonnent des métiers rémunérateurs parce qu'ils ne trouvent pas leur satisfaction. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont choisi cette voie uniquement pour la rémunération et qu'en fait, ça ne donne pas un sens à leur vie. Ils s'y ennuient, ils ne trouvent pas d'intérêt, ils y vont en reculant. Beaucoup font des dépressions nerveuses. On ne parle pas assez de ceux qui sont dans les cabinets d'expertise, etc., et qui sont guettés par le burn-out, etc. Et l'armée offre justement quelque chose de différent. Parce que l'armée offre déjà une structure bienveillante. C'est plus
tu me fais des pompes et tu fais le lit au carré, comme du temps du service national. C'est une structure collective bienveillante où les gens, où il y a une compétition pour les grades, mais elle est claire, nette, etc. Et les gens s'accueillent mutuellement, sont solidaires. Et la solidarité, c'est quand même, on l'a vu au cours des 2 années que nous avons passées, ce dont nous avons besoin, collectivement et individuellement. Et donc, je pense que les métiers de la défense ont bien sûr un sens parce que servir son pays, assurer la sécurité de son pays d'une façon ou d'une autre, au moment où il y a du terrorisme ou du moment où on est inquiet, a bien sûr un sens immédiat. Mais aussi, c'est que les conditions d'exercice de ce métier se font dans des éléments qui ont complètement changé et qu'une vie réussie, ça peut être au contraire aussi, ça peut être justement une vie comme civil de la défense, comme militaire, comme officier, parce qu'on y trouve son compte, parce qu'on fait quelque chose qui intéresse, quelque chose qui est intéressant et stimulant intellectuellement, et qu'en plus, au niveau des relations humaines, ça peut être extrêmement satisfaisant. Et je crois que c'est ça la grande révolution, et donc, même si je peux en étonner ou en choquer certains, je pense que la suppression du service national a été quelque chose de positif par rapport à ce lien armée-nation. Le lien armée-nation, il est très fort aujourd'hui. Il est très fort, donc il n'a été en rien abîmé. Il est bien sûr raffermi par les événements internationaux, parce qu'on voit bien qu'on a besoin d'une armée et on voit bien l'émotion qui est suscitée quand un soldat donne sa vie dans mission, etc. Et on n'est pas à dire ça ne nous concerne pas et c'est lui qui a fait son choix et il a qu'à se débrouiller et finalement il a pris ses responsabilités, il est mort, tant pis, personne ne dit ça. Les gens sont émus quand qu'on apprend que malheureusement un officier ou un sous-officier ou un soldat a perdu la vie au service au Mali ou au Sahel aujourd'hui ou dans d'autres circonstances. Donc le lien armée-nation est très fort parce qu'aussi les valeurs militaires sont très fortes. Ces valeurs du respect des autres, ces valeurs du respect de soi-même déjà, les valeurs d'intégrité dans un monde où il y a quand même beaucoup de faussaires, ces valeurs du respect de la vérité dans un monde où il y a beaucoup de menteurs. Et donc, c'est pour ça, je pense que les carrières de la défense sont attractives pour une génération qui, comme la vôtre, veut donner du sens à sa vie et ne veut pas uniquement être guidée par la réussite matérielle, parce qu'au final, ce n'est pas ça qui fait une vie heureuse. Je vous remercie. Un grand merci à Pascal Boniface pour cette présentation. Alors, je rappelle quand même un certain nombre de points saillants à la fois de votre parcours et puis de cette présentation. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, qui est, comme vous le savez ici, l'un des principaux centres de recherche sur les questions de sécurité et de défense en France, un des principaux instituts, tout simplement, connus à la fois dans le monde et reconnus d'utilité publique ici en France. Donc, nous avons la chance de recevoir ici le fondateur et le directeur de cet institut. Et puis, vous l'avez évoqué dans votre présentation, également cette carrière universitaire qui est très riche et qui d'ailleurs vous a conduit notamment ici à Lille, à l'Institut d'études politiques. Donc, vous avez aussi ce contact avec les étudiants et plusieurs générations d'étudiants. Vous avez vu cette évolution, vous avez été le témoin de cette évolution. Nous collaborons ensemble depuis maintenant plus de 20 ans, donc nous nous connaissons de longue date. Et je peux également témoigner des modifications que vous avez évoquées sur le regard que l'on porte d'abord sur l'importance, je dirais le caractère presque indispensable ou incontournable de la géopolitique dans notre vie de tous les jours. La géopolitique n'est plus effectivement l'affaire de quelques-uns ou de quelques élites, mais elle nous concerne tous. Et donc cette nécessité d'impliquer l'ensemble de nos communautés aux questions géopolitiques est évidemment quelque chose d'essentiel et vous avez pu en être le témoin de par vos fonctions dans le monde universitaire et puis évidemment de par cette fonction de passeur des questions géopolitiques à la fois auprès du grand public et des décideurs politiques par le biais de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Les dernières évocations que vous avez faites sont tout à fait intéressantes, notamment sur cette réappropriation de la défense par la société ici en France et le fait que nous observons effectivement un intérêt grandissant et légitime pour ces questions. Je crois que tous les enseignants-chercheurs sur ces sujets sont conscients et sont les témoins d'une certaine manière de cette mutation, qui d'ailleurs, comme la géopolitique, est une mutation lente. Il n'y a pas d'acte brutal et vous avez eu raison de le remarquer. On a effectivement une évolution progressive qui nous conduit à un intérêt grandissant pour ces enjeux, pour ces questions, une réappropriation
réaffirmation, d'une certaine manière, du lien armée-nation qui a été soumis à de très nombreux soubresauts ces dernières décennies. Je confesse que, comme vous, j'étais plutôt antimilitariste quand j'étais étudiant. Et puis, on apprend à apprécier le monde des militaires, on apprend à apprécier le monde de la maintenant, tu passes ta vie sur la Jeanne d'Arc. Et maintenant, je passe ma vie sur les bateaux de la Marine nationale, comme quoi voilà, on ne se refait pas. Mais effectivement, on se réapproprie des questions et un environnement qui nous correspond et qui correspond, c'était évidemment le point final de cette présentation, eh bien, aux aspirations les plus fondamentales des jeunes générations, à savoir réussir sa vie et accomplir quelque chose dans sa vie, en laissant peut-être de côté ce matérialisme, je dirais, dépassé, et fort heureusement d'ailleurs, pour se consacrer à l'essentiel, à savoir qu'est-ce que l'on veut véritablement faire pour s'épanouir soi-même et puis pour exister d'une certaine manière et faire un petit peu progresser notre société.